Nos experts et nos invités pour en parler cet après-midi. Clémence Delabaume, bonjour Clémence. Bonjour à vous. Notre spécialiste éco, Anthony Morlet, Lavidali, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste au sein du cabinet Rexecode. On est avec Frédéric Souillot. Merci également d'être avec nous, secrétaire général de Force ouvrière. Et Benoît Perrin, bonjour. Bonjour. Directeur des contribuables associés. Anthony Morlet, Lavidali, pour commencer, est-ce que vous diriez qu'on va basculer dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, dans une période d'austérité ? Le qualificatif me semble très exagéré. Ce qui est anormal, c'est la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. On a un déficit public qui s'approche des 6%. C'est pas tenable. Donc ce qui est demandé, c'est oui, bien sûr, des efforts, mais c'est pour revenir dans une situation où on a des dépenses, au fond, qui correspondent. Pour vous, ce sont des efforts raisonnables ? Mais tout à fait. Et pour reprendre un petit peu la chronologie des finances publiques, ce que souhaite le gouvernement, c'est retrouver ce qu'on appelle un excédent primaire à horizon 2029, c'est-à-dire un déficit corrigé de la charge d'intérêt qui est légèrement excédentaire. C'est une situation qu'on avait en 2001. Et quand on fait la comparaison 2024 par rapport à 2001, on a le même niveau de recettes publiques. En revanche, on a des dépenses publiques qui ont augmenté de 4 points sur la période. Donc ce qu'il faut simplement, c'est parvenir à faire un effort sur les dépenses qui ont eu tendance à augmenter, alors pour des bonnes ou peut-être des mauvaises raisons. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un effort à faire aujourd'hui et notre contexte de finances publiques n'est pas tenable, c'est certain. Frédéric Souillot, pardon, sur l'austérité. Alors moi, je ne suis pas d'accord avec vous parce que je pense qu'on est déjà en politique d'austérité. Aujourd'hui, toutes les économies possibles, inimaginables que présentera tout à l'heure le Premier ministre, parce que là, on va supputer. On va supputer ce qu'on a entendu ou ce qu'on nous a dit en off aux uns ou aux autres. Maintenant, si la facture du quoi qu'il en coûte, elle est à présenter au plus grand nombre, c'est-à-dire les travailleurs, ça ne va pas bien se passer. Clémence, oui. Ce que disait le premier président de la Cour des comptes il y a quelques jours, Pierre Moscovici, c'est qu'il fallait absolument faire des efforts maintenant, ou sinon ce serait l'austérité demain. Donc, comme vous, pour lui, on n'est pas dans un budget d'austérité, même si effectivement on n'a pas encore les tenants et les aboutissants. Mais si on ne fait pas des efforts maintenant, ce sera l'austérité demain. Et la Cour des comptes a chiffré le montant des efforts à réaliser pour avoir une chance un jour de repasser sous la barre des 3% du produit intérieur brut de déficit en 2029. Et ce montant des efforts, c'est 105 milliards d'euros, près de 105 milliards d'euros avant cette date. Donc c'est un effort effectivement conséquent et on va voir quels sont les choix politiques du gouvernement. Frédéric Souillot, vous avez dit ça va mal se passer si ça touche les travailleurs. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Je ne sais pas, dans ce qui me remonte, moins de jours fériés, où on nous demanderait de travailler plus, après une nouvelle réforme de l'assurance chômage, alors qu'il y a une étude qui est sortie, le rapport sur la pauvreté, qui est sorti la semaine dernière. On a de plus en plus de pauvres, alors que c'est cause nationale depuis 1994. Maintenant, dans les retours que nous avons, si la facture elle est juste présentée aux travailleurs, on ne sera pas d'accord avec cette facture. Mais ça, j'ai bien compris, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire grève ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va se parler entre nous et puis on préparera la mobilisation s'il faut préparer la mobilisation. Benoît Perrin, Clémence le disait, il y a 105 milliards d'euros d'économies à faire d'ici 2029, c'est ça ? Pour pouvoir espérer repasser sous la barre des 3% du PIB de déficit. Oui. Ça veut dire quand même beaucoup d'économies et pas que sur l'année prochaine. Donc on va être sur des... En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le débat qu'on a aujourd'hui, en fait, on va l'avoir tous les ans pendant à peu près 4 ans. C'est ça, en fait. C'est-à-dire que là, l'enjeu, c'est effectivement de rétablir l'équilibre entre dans les dépenses publiques. Alors, monsieur parlait d'austérité. Je suis toujours un peu gêné par le mot austérité. Parce que ce qu'il faut rappeler aux Français, c'est que là, on va faire un effort de 40 milliards. 40 milliards, c'est exactement 2,5% de la dépense publique. La dépense publique, c'est 1 700 milliards, comme vous le savez. Là, on demande un effort de 40 milliards. Donc, je pense qu'il faut un peu tranquilliser les Français en disant, mais en fait, l'effort qu'on va faire est finalement pas si important que ça. Alors, il est important. Pourquoi ça fait tant de débats ? C'est parce qu'en fait, ça fait 50 ans que les budgets sont votés en déséquilibre et ça fait 50 ans qu'on attend des responsables politiques d'avoir une gestion, on va dire, en bon responsable de famille. Et la difficulté, et là on le voit d'ailleurs, c'est l'angle mort de la politique économique d'Emmanuel Macron, c'est qu'il a effectivement baissé les impôts, c'est vrai, donc en fait il a baissé les recettes de l'État, mais la difficulté, c'est qu'il n'a pas baissé la dépense publique. Donc quand vous avez une baisse des recettes et que vous stabilisez votre dépense, et ben vous avez évidemment un déséquilibre qui se crée. Et donc après, il y a deux conceptions. Soit on considère qu'effectivement le problème de la France est un problème de recettes,
soit on considère que la France est un problème de dépenses. Voilà, et je pense que l'affrontement est là-dessus. En tout cas, de ce que vous dites, c'est quand même la fin d'une époque, d'une certaine façon. En termes de politique budgétaire, vous disiez, en fait, on a laissé filer pendant des années, et là, tout d'un coup, on se prend le mur, et là, les Français, et à juste titre, ne comprennent pas ce qui leur arrive, en fait. C'est un peu ça que vous avez raison. Ce qui est un peu difficile dans ces sujets-là, c'est qu'on sait très bien qu'on ne peut pas s'endetter indéfiniment. Enfin, je veux dire, dans la vie, il y a toujours des limites à tout. La seule question, c'est à quelle distance on est du mur, du fameux mur, vous savez, du mur budgétaire. En fait, personne n'en sait rien. En revanche, on a des signes en quelque sorte un peu précurseurs. On voit que les agences de notation nous regardent avec inquiétude. On voit que les marchés commencent à se tendre. On voit bien que là, les obligations d'État à 30 ans ont atteint des taux extrêmement importants. Oui, on emprunte beaucoup plus cher, de plus en plus cher depuis la dissolution. Exactement. Oui. Et ils n'ont jamais été aussi importants qu'en 2011. Donc ça remonte vraiment. Les taux à 5 ans, on est au-dessus du niveau de l'Italie. Donc je veux dire, on a vraiment, et puis les institutions internationales qui commencent à nous regarder aussi avec inquiétude. On a le FMI qui a publié un rapport hier qui nous dit c'est très bien de faire des efforts, mais continuer dans ce sens-là. Donc on sent quand même qu'on se rapproche du mur. Et vous l'avez très bien dit, je crois que très simplement, soit on fait des réformes aujourd'hui en douceur, soit on le fera demain dans la douleur. Voilà, je pense que ça résume un peu la conviction qui est la mienne aujourd'hui. Alors, vous l'avez abordé, on parle effectivement beaucoup des dépenses, on parle un petit peu moins des recettes. Comment les augmenter ? Qu'est-ce qui pourrait être fait ? Pour l'instant, toutes les pistes envisagées ont plutôt tendance à aller chercher dans les coupes des dépenses. Ce qui est certain, c'est qu'on a déjà des niveaux de prélèvement qui sont extraordinairement élevés. Alors peut-être qu'il y a des petites mesures à les regarder. Pas augmenter les impôts, c'est ça que vous dites. Il faut pas du côté de la TVA sociale, par exemple, on pourrait faire un petit geste, mais ce qui est sûr, c'est comme l'a dit le gouvernement, le gros doit se faire sur un effort en dépenses. Pardon, mais sur les recettes, c'est vrai, et vous l'avez dit, Emmanuel Macron a supprimé quelques impôts, la taxe d'habitation par exemple. Tout à fait, qui n'était pas forcément d'ailleurs la baisse ou la suppression la plus judicieuse, parce qu'elle a malheureusement coûté cher et elle a été non financée, ça c'était un vrai problème, voilà. C'est les impôts quand ils sont non financés. Puis elle était plutôt consentie comme impôt, la taxe d'habitation. Tout à fait, c'est une promesse de campagne. Il y a aussi la redevance audiovisuelle, enfin les particuliers ont bénéficié aussi de ces baisses d'impôts, pas que les entreprises. Tout à fait, ils s'en rendent assez peu compte en plus au fond, puisqu'on voit bien que les Français sont assez peu sensibles à l'idée qu'on leur a baissé les impôts qui s'appliquent à eux. Et puis on est quand même à la veille d'un choc en Allemagne fiscal très important, de baisse des impôts, de suramortissement d'investissement. Si la France diverge considérablement de son voisin en augmentant encore la pression fiscale, il va se passer ce qu'on a connu au début des années 2000, c'est-à-dire une divergence entre Allemagne et France, où on a une Allemagne qui nous distance considérablement. Et quand on connaît les difficultés que connaissent certains secteurs, je pense notamment à l'industrie, venir alourdir encore un peu plus la pression fiscale sur ces secteurs-là, par exemple, serait très coûteux et, me semble-t-il, très délétère. Oui. Là, a priori, on s'oriente plutôt vers une taxation encore plus importante des foyers aisés. A priori, je dis bien a priori, on aura la réponse dans quelques heures, mais a priori, les entreprises, justement, ne sont pas concernées parce que Emmanuel Macron tient profondément à sa politique de l'offre. Et donc, du coup, on voit bien qu'encore une fois, ce sont les foyers les plus aisés qui vont être sollicités. Alors, on ne sait pas exactement sur quelle forme. Est-ce que ça va être sur le revenu ? Est-ce que on va avoir un nouvel impôt sur le patrimoine qui va être créé ? Mais ce qu'il faut bien rappeler, c'est que l'année dernière, l'effort budgétaire, qui était d'à peu près 30 milliards, 80% de cet effort budgétaire, c'était des augmentations d'impôts. Et les 20% restants, c'était des baisses de la dépense publique. Donc, en gros, on voit bien que lorsqu'en France, lorsqu'on a des difficultés budgétaires, les responsables politiques ont tendance d'abord à se tourner vers l'impôt et encore moins vers les... Et malheureusement pas vers les économies. Vous dites que ce sont les plus aisés qui vont être touchés. Pour l'instant, on n'en sait pas grand-chose parce que l'une des pistes qui tient la corde, et on l'a beaucoup rappelé, Clémence, c'est l'année blanche. Oui. Et donc là, a priori, même si on ne connaît pas, mais tout le monde serait touché. C'est une perte de pouvoir d'achat, mais c'est pas vraiment un impôt. Alors, je le rejoins quand même quand il dit que les plus aisés devraient être touchés, puisqu'a priori, on devrait même reconduire la contribution différentielle sur les hauts revenus, voilà, qui a rapporté moins que prévu cette année, mais qui concerne effectivement les personnes dont le revenu fiscal de référence dépasse 250 000 euros pour un célibataire et 500 000 euros pour un couple. Ça pourrait être maintenu alors que ça devait être prévu seulement pour un an, et on pourrait même rajouter à ça une espèce de mécanisme inspiré de la taxe Zuckman, justement pour aller acheter... si vous voulez, la faveur des socialistes, voilà, notamment. C'est une espèce de retour de l'ISF, en fait. Hein, on va revenir sur ça. Absolument. Autre question, est-ce qu'il faut travailler plus ? En tout cas, l'une des pistes qui est envisagée, c'est de supprimer un jour férié. On va écouter Sophie Binet de la CGT.
Ça veut dire travailler plus pour gagner moins, c'est nous demander de travailler gratuitement. Moi, la question que je pose, c'est quand est-ce qu'on va parler des dividendes? Les dividendes n'ont jamais été aussi élevés en France. On n'a jamais distribué autant aux actionnaires. Maintenant, dans les grandes entreprises, on donne plus d'argent aux actionnaires que d'argent pour les investissements d'avenir. C'est peut-être là-dessus qu'il faut travailler, aller prendre les richesses là où elles sont, au lieu de vouloir toujours faire les poches des salariés. Frédéric Souillot, je voudrais avoir votre avis sur cette question. Déjà, c'est pas un, puisque d'après ce qu'on nous remonte, c'est 2 jours fériés. Que vous ajoutez à celui qui existe déjà, qui a été créé, enfin, au lundi de Pentecôte, en fait. Le lundi de Pentecôte. Ouais. Mais le lundi de Pentecôte, travailler. Aujourd'hui, si vous regardez les études sérieuses, notamment celles de la DARES, à qui ça coûte le plus? Pas aux entreprises, à l'État. Puisqu'avec les allègements généraux de cotisation, quand vous travaillez pour le lundi de Pentecôte, vous n'êtes pas rémunéré en plus. Et comme l'État fait des allègements généraux de cotisation, c'est lui qui doit le compenser dans toutes les caisses. Oui, mais les entreprises versent une contribution à la sécurité sociale. Mais la contribution à la sécurité sociale, elle est dans les allègements généraux jusqu'à 1,6 SMIC et jusqu'à 2,5 SMIC. Qu'est-ce que vous voulez donc dire aujourd'hui, 80% du jour férié travaillé, c'est l'État qui le rembourse dans les caisses, puisque... Et justement, l'État veut justement faire des économies. Eh bien, justement, s'il rajoute 2 jours fériés et puis travailler gratuitement, ça n'existe pas, ça. Nulle part. Le bénévolat, c'est pas dans le monde du travail. Il y a un lien de subordination. Quand on travaille, on est rémunéré. Alors qu'on ne travaille pas assez, là où je suis d'accord, c'est qu'on n'est pas assez nombreux à travailler. Quand on nous compare à l'Allemagne ou aux pays nordiques, le taux d'emploi des 55-64 ans en Allemagne, il est 20% supérieur au taux d'emploi des Français. Et le taux d'emploi des moins de 25 ans, il est 27% supérieur au taux d'emploi des Français. Et chez eux, notamment en Suède, ils sont dans la fluidité du marché du travail, moins de 4% de chômage. Donc, à un moment ou à un autre, on nous explique tout un tas de choses. Mais depuis 2017, si on parle assurance chômage et nouvelles réformes, parce que j'ai entendu qu'un ancien Premier ministre avait déposé un projet de loi et que pour le prendre de Gabriel court... Attal, une députée EPR oui, soyons précis. Ouais. Ce serait la 7e réforme d'assurance chômage depuis 2017. Ouais. À mon avis, il ferait bien de faire un bilan ou une évaluation pour regarder ce qu'ils ont loupé. Sur les jours fériés. Et ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas demander un effort qu'aux actifs et aux travailleurs. Je crois qu'il y a un vrai sujet aujourd'hui en France qui est que les actifs, ceux qui travaillent, ont le sentiment de ne pas vivre suffisamment bien de leurs revenus. Il faut demander un effort aux inactifs et en particulier aux retraités. On a un gros sujet de retraite en France. Et tant qu'on ne règle pas cette question, il me semble que c'est très difficile de demander à des actifs de cotiser davantage pour financer des niveaux de pension qui, relativement aux autres Européens, sont 2 à 3 points de PIB au-dessus. Donc ce qui est certain, c'est qu'il faut un effort harmonieux. Et puisque vous faites la comparaison oui. avec les autres pays européens, on a quand même en moyenne beaucoup plus de jours fériés en France que dans d'autres pays en Europe. Oui, mais on a plus de jours de congés si on compare de manière générale, si on inclut les RTT, les congés payés, etc., par rapport aux autres pays de l'Union européenne. En même temps, on nous compare à l'Allemagne et à la Suède et on nous dit, nous, on a 11 jours fériés et eux, ils n'en ont que 9. En même temps, ils ne fêtent ni le 11 novembre ni le 8 mai, les Allemands. Et on peut comprendre pourquoi. Oui, c'est vrai. Et c'est la même chose pour les Suédois. C'est vrai qu'on a un double problème. Un, on ne travaille pas assez pendant l'année. On a à peu près 200 heures de moins que les Allemands. Et 2, on ne travaille pas assez tout au long de sa vie. Donc c'est vrai, ça a été rappelé dans votre reportage. Si vraiment on arrive à avoir des taux d'emploi à peu près similaires à ceux de l'Allemagne, on n'a plus de déficit. Enfin, je veux dire, il faut vraiment comprendre que je crois que la politique économique de la France doit être tournée vers le fait de mettre les jeunes au travail. Donc du coup, il y a un gros travail évidemment sur l'orientation à faire. Et la formation. Et la formation, exactement. Et la reconversion, la transformation. Exactement. Mais là, pour le coup, on sait aussi qu'une des mesures les plus efficaces pour augmenter le taux d'emploi des seniors, c'est de repousser l'âge de la retraite. Et ça, il faut le dire, parce que sinon, on ment aux gens. Le meilleur moyen, c'est ça. C'est-à-dire que si toutes les... En même temps, on sait aussi que les seniors ont du mal à trouver du travail sur le marché du travail. D'accord, mais d'où mettre le paquet sur la formation. Si vous repoussez l'âge de la retraite, les entreprises sont plus préoccupées par la reconversion et entre guillemets, mettre les seniors plus tard, justement, dehors. Donc, je veux dire, il faut aussi dire que le sujet de l'âge de la retraite est un sujet essentiel pour le taux d'emploi. Pour les jeunes, c'est plutôt l'apprentissage qu'il faut développer effectivement. Mais je veux dire, il faut vraiment comprendre en fait les enjeux globaux que sont effectivement les seniors et les jeunes. Et donc, il faut trouver des solutions
en face de chacune des populations qui ne travaillent pas assez. Et pour augmenter le taux d'emploi, donc vous l'avez très bien dit, il y a repousser l'âge légal de départ à la retraite et s'aligner notamment sur nos voisins. C'est l'une des pistes. L'autre piste qui est défendue par le gouvernement, c'est une nouvelle réforme de l'assurance chômage. Oui. Parce qu'il y a un rapport d'évaluation qui a été publié en avril et qui a montré que la réforme de l'assurance chômage mise en œuvre en 2019 a fait baisser la durée moyenne du chômage de 12%. Donc, si on regarde ça, ça marche. Ça marche. Donc, effectivement, on a une nouvelle réforme de l'assurance chômage dans les tuyaux. Et ce sera sans doute la solution défendue par le gouvernement. Je pense que Frédéric Souillot n'est pas du tout d'accord. Alors, je ne suis pas d'accord avec l'âge de départ, le reculer. 50% de ceux qui liquident leur retraite chaque année ne sont plus en emploi. Ils sont une partie à l'assurance chômage, à l'assurance maladie, mais vous m'avez déjà entendu le dire. Et les chiffres montrent qu'avant la réforme de 2023, on était à 47% qui n'avaient pas d'emploi. Et aujourd'hui, on est à 50,2%. Donc, que les entreprises prennent en compte la reconversion et gardent les seniors, c'est faux. Bah, écoutez, à l'étranger, c'est ce qui se passe en tout cas. Oui, mais là... Vous pas me dire que vous avez déjà des études sur la réforme de 2023 quand même. A priori, non. Donc, les études... regardez... Si, il y a la CNAV qui explique que cette année, 50,2% de ceux qui liquident leur retraite ne sont plus en emploi. Donc, quand vous n'êtes plus en emploi, vous pouvez raconter tout ce que vous voulez avec le recul de l'âge de départ et on n'est pas encore à 64 ans. Donc, non, mais vous avez raison, ça suffit pas. Mais si on rajoute... mettez 65, 66, 67. Si les gens veulent rester au travail, sur la base du volontariat, ils peuvent rester jusqu'à 70 ans aujourd'hui. Ils n'ont pas de problème. Mais par contre, quand tu as 58 ou 59... le débat aujourd'hui, c'est pas la réforme des retraites. Je suis d'accord, mais je peux pas entendre et laisser dire que le recul de l'âge de départ, c'est ce qui fait qu'on augmente le taux d'emploi des seniors. Malheureusement, l'outil... en tout cas, pas seulement. Pas seulement, ça c'est sûr. Non, c'est pas il y a des mesures d'accompagnement. Vous avez évidemment entièrement raison, il y a des systèmes de parrainage à monter, mais je veux dire, passer à côté du sujet de l'âge de départ à la retraite, quand on parle de l'emploi des seniors, je pense que c'est mentir aux Français. Voilà, c'est tout. Parce que objectivement, c'est encore une fois un outil parmi d'autres, c'est vrai, mais c'est pas un outil très efficace. On a signé l'année dernière un accord national interprofessionnel sur l'emploi des seniors. On nous avait demandé de faire une négociation flash. La commission mixte paritaire du Parlement a transmis un rapport conclusif. La loi ne sera votée qu'en septembre. Donc, quand l'exécutif veut nous donner des leçons sur il faut travailler plus, trouver des solutions sur l'emploi des seniors, et là, on en a trouvé, y compris un contrat de valorisation de l'expérience. Ça, c'est une très bonne idée. Ouais. Tout ça, ce sera mis en place au mieux en janvier 2026. Donc, je veux bien qu'on nous dise il faut il faut faire des économies rapidement. Mais quand on trouve des solutions, plus d'un an après seulement pour la mise en place, et sur l'assurance chômage. On a même signé l'année dernière une convention triennale. Oui, elle s'applique jusqu'en 2028. Oui, elle n'est pas encore rentrée en application, ce sera là. Là, c'est vous qui l'avez négocié pour le coup. Oui. C'est pas l'État. Et on nous dit, on va vous faire une réforme de l'assurance chômage avant de voir même les effets de cette convention triennale qu'on vient de négocier. Oui, mais aussi quand on regarde nos voisins, on voit quand même qu'on a des durées d'indemnisation plus longues que la moyenne européenne. Donc on peut aussi se dire... Si on prend la moyenne des gens indemnisés... On est à peu près à 18 mois. On sait que globalement, le taux optimal, c'est plutôt entre 12 et 13 mois. Parce que on sait tous... Plus on s'approche de la fin de nos droits, plus on a tendance évidemment à se remettre à la recherche d'emploi. Donc on sait que sans casser le filet de sécurité, on peut aussi se dire que il y a peut-être un peu trop généreux en termes de durée d'indemnisation. Pardon, on poursuit notre débat juste après l'essentiel de l'actualité avec Florence Thiel. Et l'une des informations à retenir, ce sont les prix des fournitures scolaires qui vont bondir en septembre prochain. C'est en tout cas ce que révèle une étude du FC Que Choisir. L'association de consommateurs déplore une explosion du prix des matières premières qui a eu lieu en 2022 mais qui n'a toujours pas été amortie. Elle conseille aussi de faire ses achats dès à présent. Les feux de forêt ont cessé de faire des dégâts dans le sud de la France, mais l'accalmie est de façade. Météo France alerte, le risque d'incendie reste bel et bien présent. 10 départements sont placés en orange pour risque élevé, 7 dans le centre-ouest et 3 dans le sud-est. En raison des vents, demain, 3 départements passeront même en rouge. Il s'agit des Bouches-du-Rhône, du Var et du Vaucluse.
À l'étranger, ces images impressionnantes de New York sous des pluies diluviennes depuis hier soir. Conséquence, les transports en métro, train ou avion sont fortement perturbés. Au-delà de New York, toute la région est touchée par d'importantes inondations. Le gouverneur du New Jersey a déclaré l'état d'urgence et conseille à la population de rester chez elle et d'éviter les déplacements inutiles. Aux États-Unis, encore Donald Trump change de ton face à la Russie. Hier, le président américain a lancé un ultimatum à Vladimir Poutine. Le chef du Kremlin a 50 jours pour mettre fin à la guerre en Ukraine sous peine d'augmenter sévèrement les droits de douane envers les alliés de la Russie. Un principe de sanction sur lequel s'accorde la France. Écoutez, le ministre des Affaires étrangères, c'était ce matin à Bruxelles. Je me rendrai lundi prochain, 21 juillet, en Ukraine, à l'invitation d'Andriy Sybiha, à l'occasion de la conférence des ambassadeurs, pour réaffirmer le soutien de la France et de l'Europe à la résistance ukrainienne. Je vous donne rendez-vous à 15h pour un point complet sur l'actualité. Merci beaucoup Florence. On poursuit notre discussion sur les annonces à suivre, évidemment, de François Bayrou. On était en train de parler, Frédéric Souillot, de l'assurance chômage. Ben oui, l'assurance chômage. Alors on nous compare avec des choses qui ne sont pas tout à fait comparables entre nous et nos voisins allemands. En France, seulement 42% des demandeurs d'emploi sont indemnisés. Pour les autres, ils sont inscrits à l'assurance chômage, mais ils ne sont pas indemnisés. Et avant la première réforme de 2017, c'était 50,7% qui étaient indemnisés. On a réduit le nombre de demandeurs d'emploi indemnisés. Et dans ceux qui sont indemnisés, ben, ils reprennent un job, ils arrêtent. Pas parce qu'ils ne veulent pas. J'aimerais quand même qu'en France, on arrête de croire qu'être au chômage ou au RSA, c'est un choix. Les gens ne demandent pas à perdre leur emploi. Alors, on va toujours trouver un ou deux exemples, mais 98% de ceux qui se retrouvent au chômage, parce qu'ils ont perdu leur emploi. C'est pas autre chose. Vous voulez réagir, j'ai l'impression. Ah non, vous êtes d'accord? Ouais. Mais c'est pas parce qu'il y a des gens qui touchent le chômage en vraiment cherchant du boulot qu'il ne faut pas s'intéresser aux gens qui effectivement font du travail noir à côté, qui sont... je ne sais pas comment vous faites votre calcul, mais enfin... L'UNEDIC, je dis juste rapport annuel. Globalement, ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas s'attaquer frontalement aux fraudeurs. Voilà. Et je pense qu'en termes de fraude sociale, il y a aussi de l'argent à récupérer. Et un des problèmes qu'on a en France, c'est que le niveau de compétence des plus de 55 ans est bien plus bas que la moyenne OCDE. Enfin, ça, c'est notamment les enquêtes PIAC qui nous le montrent. On a un vrai sujet, d'une part, évidemment, de formation initiale, mais aussi de formation continue. Et on voit bien qu'on ne met pas suffisamment d'argent, pour le coup, dans l'éducation, dans la formation de manière générale. Et on a un sujet de transfert. Et tant qu'on ne s'attaque pas à la structure de nos dépenses publiques, on n'y arrivera pas. Ça, c'est certain. Mais donc, pardon, mais là, s'attaquer, réformer le marché du travail sans annoncer de l'argent pour la formation, ça ne sert à rien? C'est pas que ça ne sert à rien, mais soyons honnêtes, ça aura des effets limités. Et encore une fois... Ça fera un effet de com'. Oui, l'appeler comme ça. Mais surtout qu'il faut aussi demander un effort aux inactifs. Je crois que le sujet est là. On ne peut pas demander en permanence. À tout le monde. Mais bien sûr. Mais là, avec l'année blanche, on ne peut pas demander un effort. Alors justement, sur l'année blanche, son paramètre. J'ai une petite question. Mais si c'est sur la prestation sociale. Oui, ça dépend qui elle touche. Justement, le chiffre vient de tomber à l'instant. Ah non, pardon, je me suis trompée, c'est sur les États-Unis. L'inflation aux États-Unis. Ah pardon, j'allais dire l'inflation en France au mois de juin. Mais cela dit, ça me permet de rebondir parce que c'est vrai que l'inflation, c'est un paramètre important pour l'année blanche, justement, et c'était là où je voulais en venir. Plus l'inflation sera importante, plus elle va toucher, plus s'il y a année blanche, ça va impacter les ménages sur le pouvoir d'achat. Et vous avez raison, je pense que c'est aussi pour ça qu'il faut faire l'année blanche cette année, précisément parce qu'on a un taux d'inflation qui est très bas. On a un peu plus de 1%, donc ça ne va pas avoir un impact extrêmement important sur les gens qui touchent des prestations sociales non indexées sur l'inflation. Parce que comme vous le savez, il y a plein de minima sociaux qui sont indexés mécaniquement sur l'inflation. Et là, l'idée, si on fait une année blanche sur la partie prestations sociales, c'est effectivement de se dire, en gros, on garde exactement le même montant par rapport à cette année. On ne tient pas compte de l'inflation. Donc, du coup, pour les gens qui touchent ces prestations sociales, c'est vrai, c'est une perte de pouvoir d'achat. Et ce sont ces personnes-là qui ont gagné le plus en pouvoir d'achat. Enfin, c'est plutôt les actifs qui ont eu tendance à perdre depuis le choc inflationniste. On a une étude très intéressante de l'INSEE qui nous montre qu'en 2024, par rapport à 2023, toute la hausse du taux d'épargne, les 2/3, sont liés à une augmentation du taux d'épargne des retraités. Et pas que des plus aisés, aussi des plus précaires. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi sur le minimum vieillesse et peut-être qu'il faut préserver les plus précaires, mais ça veut bien dire qu'on a quand même un sujet majeur sur les pensions en France. Et on n'y coupera pas. Ça fait partie des plus grosses pistes d'économie. Tant qu'on s'y attaque pas, on ne réglera pas ce sujet de dépenses publiques. Sauf que ça, c'est pas structurel comme réforme. Donc, si vous gelez, vous gelez
les prestations sociales cette année, le problème se reposera l'année prochaine, et puis l'année d'après, et puis l'année d'encore après. Donc là, si vous voulez, c'est des one-shots, ça ne règle pas le problème du déficit sur le long terme. C'est pour ça qu'en France, me semble-t-il, il faut réfléchir sur notre système d'indexation. On a tendance à tout indexer, en tout cas énorme. À carrément le remettre en cause. Une sous-indexation ne paraît pas illégitime. Et je pense qu'il faut y réfléchir. On l'a déjà fait plusieurs fois dans l'histoire de France. Bien sûr. On est le seul pays qui double indexons le SMIC, par exemple. On a le droit de se poser des questions là-dessus. Pourquoi est-ce qu'on est une exception ? Ça, il me semble qu'aujourd'hui, on doit... On a une exception sur l'indexation des prestations. On a une exception sur le SMIC, déjà. Bien sûr. Parce que les salaires minimums, il n'y en a pas dans d'autres pays. Alors, c'est souvent des salaires de branche et tout ça. Donc, le SMIC... On avait même demandé à l'Europe qu'elle le déploie dans les 27 pays. Mais on est le seul pays qui indexe d'une part sur l'inflation et d'autre part sur la productivité. Mais ça se discute. Compte tenu de notre situation de finances publiques aujourd'hui, il me semble qu'on doit revoir les paramètres. Alors, la question, c'est vrai que les salaires, nos salaires, tout le monde n'est pas indexé sur l'inflation. Pourquoi est-ce que ce serait le cas pour les retraités je disais nos salaires, par exemple, mais c'est le cas pour beaucoup de Français. Les salaires ne sont pas indexés sur l'inflation, c'est ce que je voulais dire. Là, on parle d'inflation. On n'avait pas connu la période d'inflation qu'on a connue fin 2022, 2023 et 2024 jusqu'à la fin. Depuis 1987, on n'avait pas connu cette inflation avec une hausse des prix de telle manière. Entre deux, c'était 0,1 en dessous, 0,2 au-dessus et on ne parlait pas d'inflation. Il n'y en avait pas depuis 1987. C'est vrai ou pas ? Oui, c'est vrai. Donc, l'indexation et ce que nous gérons paritairement, nous, on continuera de porter l'indexation sur les minima sociaux. Ce sont les plus pauvres. Si on ne les indexe pas sur l'inflation, pour eux, alors vous avez raison, certains ont peut-être économisé un petit peu, mais les prix ont tellement augmenté, ils ne sont pas rebaissés aujourd'hui. Même s'il y a moins d'inflation, vous avez perdu le pouvoir d'achat. Pour terminer, pardon, j'aurais une question. Vous n'êtes pas tous d'accord sur ce plateau, mais justement, est-ce qu'il y a une mesure, ne serait-ce qu'une, qui pourrait vous mettre tous d'accord, qui ferait consensus ? Taxer quoi ? Qui ? Je vous laisse proposer. J'ai l'impression que vous, c'est plutôt les retraités. La problématique, déjà taxer, je suis pas sûr. On peut plutôt parler de baisse de dépenses, me semble. Si vous voulez. Je pense qu'effectivement, il y a les retraites. Et puis, on n'en a pas parlé sur ce plateau, mais le sujet des collectivités locales. Il me semble qu'on est légitime à demander un effort. On sait que c'est l'emploi dans les collectivités locales qui a le plus augmenté dans le secteur public, alors que l'État central a fait beaucoup d'efforts. Il me semble qu'il faut se tourner. Mais la baisse de la taxe d'habitation, ça a eu un impact direct aussi sur les collectivités locales. Alors bien sûr, mais on voit bien que l'emploi depuis 1997 a augmenté de 45% dans les collectivités. Ça n'est pas justifié compte tenu de l'évolution de notre démographie. Les retraités, vous, est-ce que vous seriez d'accord ? Foutons-leur la paix aux retraités. Donc vous n'êtes pas d'accord ? Proposez-nous autre chose pour voir si messieurs sont... Sachant quand même, alors vous n'êtes pas d'accord parce que vous aviez quitté le conclave Force ouvrière, mais les partenaires sociaux se sont mis d'accord sur l'idée de taxer... les retraités aisés à l'issue du conclave. Faut quand même mais retraités aisés, ça veut dire quoi ? Pour François Hollande, c'était 5 000 euros. Pour François Bayrou, c'est 3 500 euros. Ça veut dire quoi, retraité ? Et après, on va parler du revenu du ménage et de l'avis d'imposition. Les retraités qui payent l'impôt sur le revenu. Les retraités qui payent l'impôt sur le revenu, vous allez les taxer quoi ? Vous allez leur enlever les 10% qu'ils ont déjà ? Ça fait partie des pistes qui sont sur la table du gouvernement. Frédéric Souillot, donnez-nous une mesure pour vous. 211 milliards d'aides publiques aux entreprises sans aucune conditionnalité ni contrepartie. Faux. Ah, c'est pas moi qui le dis, c'est le Sénat. Non, le Sénat n'a jamais dit. Justement, les 90% des aides, elles sont conditionnées. Vous parlez conditionnées à quoi ? Des subventions qui sont de l'ordre de 3% des fameuses 211 milliards exactement. Non, pas des informations. Mais je fais pas des informations. L'essentiel des 211 milliards, vous le savez très bien, des 211 milliards, c'est des allégements de cotisations. Non, c'est 88 milliards. Ce sont des participations de BPI dans le cadre de prêts. Et ce sont des crédits d'impôt. Les subventions, c'est quasiment rien dans les 200 milliards. Crédit d'impôt, recherche et développement. Donc pour vous, il y a eu trop de subventions aux entreprises. Il y a trop d'allègements généraux de cotisations. Alors pour faire un petit peu d'autopromo, chez Rexecode, on a fait une étude où on essaie de mesurer justement le niveau de fiscalité auquel on retranche les subventions et on se rend compte que c'est en France où malgré tout on conserve le niveau de prélèvement le plus élevé de tous les pays de l'OCDE. Me semble-t-il, il ne faut pas aller encore un cran au-dessus, ça va nous éloigner de la moyenne. Avec un record de dividendes chaque année. Nos multinationales, nos grandes entreprises françaises sont des multinationales. Elles ne génèrent pas l'ensemble de leurs dividendes sur le territoire. Donc c'est quand même assez bien. Elles réalisent une toute petite partie de leur chiffre d'affaires. Merci beaucoup, messieurs et Clément.